Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que la vie est douce et qu'elle vous traite très bien. En fait, cet épisode vient à la suite de pas mal de petites réflexions. Donc je vous donne un petit peu de contexte, ok ? Je suis quelqu'un qui est naturellement assez anxieux. Je fais de l'anxiété depuis, je pense, mon adolescence, peut-être un peu avant. Et l'anxiété fait un peu partie de ma vie. Et donc, j'ai vachement bien appris à la naviguer, notamment avec ce que je fais, travail sur le système nerveux, sur les traumas. Et je sais pas à quel moment je suis en train de me dire, en fait, ce que j'aide mes clientes à faire, c'est avoir une sexualité qui est apaisée et qui n'est pas anxieuse. C'était pas facile pour moi de trouver les mots sur ce que je fais parce que c'est tellement vaste et on touche à tellement de choses. Mais en fait, c'est ça, c'est que je travaille avec des personnes, peut-être vous qui m'écoutez, qui ont une sexualité anxieuse, qui n'est pas légère, qui est un peu lourde, qui prend un peu la tête, où on se pose des questions, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce que ça se passe mal, soit parce que... Voilà, enfin, pour plein de raisons, quoi. Soit parce qu'il y a du trauma qui fait qu'on a certaines réactions qu'on comprend pas. Enfin, en tout cas, il y a de l'anxiété. Et donc, du coup, là, dans quelques jours, je vais organiser un webinaire sur le thème. Ça s'appelle « Passer d'une sexualité anxieuse à une sexualité apaisée ». Si vous voulez vous inscrire, il suffit de le faire dans le lien, dans les notes. Et le lien, c'est liviaquero.com/sexualité-apaisée. Et ouais, donc on va parler de ça un peu plus en détail. Ceci dit, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'en général une sexualité est anxieuse. Parce que bien sûr, dans mon esprit, j'ai plein de raisons, plein de modèles. Enfin, j'ai pas mal de situations avec mes clients, donc il y a plein de matières. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien schématiser les choses. J'aime bien quand c'est clair. Et je me disais, ok, s'il y avait 1, 2, 3, 4 raisons pour lesquelles une sexualité est anxieuse, ce seraient lesquelles ? Et en fait, la première qui m'est venue, c'est la relation. Ça m'est pas venu directement parce que avec mes clientes, je travaille avec chacune individuellement. Et donc du coup, je travaille pas avec des couples. Et donc souvent, elles vont travailler sur elles-mêmes et ça va influer le couple ou la relation. Et donc ça m'est pas venu tout de suite, mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, j'ai pas mal de clientes qui, je dirais pas qui luttent, mais qui ont, en tout cas pour qui la dynamique de la relation c'est une question et ça affecte leur sexualité et leur plaisir, ça affecte tout, ce qui est tout à fait normal, c'est évident. Mais voilà, quand je réfléchissais à l'une des raisons pour lesquelles on peut être anxieux sexuellement, c'est la relation et en fait c'est l'environnement dans lequel on est au global. C'est pas que la relation intime amoureuse, c'est en général l'environnement dans lequel on est, la relation en faisant... représentant quand même une grande partie. Et là, je parle de relations, qu'on soit en couple depuis des dizaines d'années ou que ce soit un coup d'un soir ou quelqu'un qu'on vient de rencontrer, ça reste toujours une relation intime. Et c'est pas la seule raison d'anxiété en sexualité, clairement, il y en a plein, mais c'est l'une des raisons. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais partager sur ça par rapport à la dynamique relationnelle ? Donc, dans le webinaire, je vais clairement en parler dans beaucoup plus de détails. La dynamique de cette relation et même de la relation avec soi. Mais dans cet épisode, j'avais envie de discuter de comment on change la dynamique d'une relation. Notamment parce que j'ai fait l'épisode précédent sur est-ce que je dois quitter une relation. En fait, pour moi, celui-ci, c'est la suite. C'est un peu, ok, si vous avez choisi de ne pas quitter une relation, comment on transforme la dynamique ? Ou bien comment on transforme la dynamique assez pour avoir de la clarté ? Pour au moins que nous-mêmes, on soit bien, qu'on soit ancré, qu'on soit au clair. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment je change la dynamique d'une relation ? Et là, je le prends dans l'angle d'une relation amoureuse, mais ça peut tout à fait être une relation amicale, familiale, peu importe ce que je vais dire va s'appliquer à ça.
Donc, let's go! Ok, et je veux juste préciser que tout ce que je partage là, c'est vraiment subjectif. C'est-à-dire, c'est de mon point de vue, avec mon expérience, avec mon regard. C'est pas forcément vrai pour tout le monde et pour toutes les situations. C'est vraiment à vous prendre avec un grain de sel. Genre, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, comme je le répète très souvent. Mais c'est juste mon point de vue de comment, en gros, je suis dans une relation et comment je peux l'affecter positivement sans changer l'autre personne. Parce que de toute façon, je peux pas changer l'autre. Si vous essayez de faire ça, c'est mort et c'est pas très bienveillant de vouloir changer quelqu'un à la personne avec qui elle est. Mais comment, malgré tout, je peux changer la dynamique qui est entre nous? Parce que on peut pas changer quelqu'un, mais on peut changer la dynamique, on peut clairement l'affecter. Voilà, donc c'est ce dont on va parler, et c'est vraiment apprendre. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste, comme d'habitude. Allez. Ok, donc la première chose que je vois et qui est vraiment fondamentale, qui change la dynamique entre deux personnes, c'est de vraiment partir d'une base d'estime de soi. J'en ai parlé dans l'épisode précédent et pour moi, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Partir du fait que j'ai de la valeur, je compte, j'ai droit à l'amour, à ce qu'on prenne soin de moi, à ce qu'on prenne bien soin de moi, à ce que j'ai ma place, etc. Partir du principe que j'y ai droit, c'est déjà assez fondamental. Ça change tout. Parce que si vous vous dites ça, il y a plein de choses que vous n'allez pas tolérer en fait. Et vous aurez aussi plus de capacité à exprimer ce dont vous avez besoin. Donc vous dire, j'ai de la valeur, je compte, mes besoins ont de la valeur. Et voilà, j'ai le droit d'avoir une relation qui est saine, qui est agréable, qui est fun, peu importe qui je suis. Peu importe mon passé, peu importe voilà, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, en tant qu'humain ou qu'humaine sur cette planète, j'ai droit à l'amour, j'y ai droit. Il n'y a pas de raison fondamentalement. Et donc pour moi, ça, cette base, elle est hyper importante, une base d'estime de soi. Et en plus de ça, se dire j'ai des options. Parce que quand on est dans un espace mental où on se dit je n'ai pas le choix, c'est... en fait, c'est ce qu'on appelle la pensée absolue. C'est une pensée absolue. Je n'ai pas le choix, il n'y a pas d'option, c'est pas possible. Et nous, ce qu'on fait, ce que j'apprends à mes clientes à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle une conscience double, c'est-à-dire la capacité à voir que deux choses peuvent être vraies en même temps. Ça peut être vrai qu'une partie de moi se dit je n'ai pas le choix, mais il y a aussi une partie de moi qui sait très bien que j'ai des options. Et en fait, c'est important de laisser parler les deux et pas juste la pensée absolue, sûre, certaine que j'ai pas le choix. Et donc pour moi, se dire je compte, j'ai de la valeur, j'ai de l'estime de moi et j'ai le choix, j'ai des options, ça va déjà laisser un peu d'air dans la relation. Ça va arrêter de mettre de la pression sur la relation comme étant cette espèce de chose magnifique, mythique qui va tout nous apporter. Non, j'ai de la valeur, j'ai des options. Et j'ai de la valeur intrinsèquement, donc ce n'est pas cette relation qui me donne ma valeur. Ma valeur vient du fait que je suis sur Terre et que je suis humaine et que je respire. Enfin, je suis là, quoi. Donc, cette relation n'est pas ce qui me donne ma valeur. J'ai de la valeur intrinsèquement. Et aussi, j'ai des options, j'ai du choix. Et être dans cette relation, c'est un choix. Et pour moi, ça, c'est important. Parce que ça, cette première étape-là, va permettre que on laisse de l'espace dans la dynamique de la relation, qu'on la laisse respirer un peu. Et avec le fait de se dire qu'on a de la valeur, se dire aussi qu'on est facile à aimer. Donc ça, c'est une chose dont j'ai eu un échange comme ça avec une de mes clientes. En fait, on était en train de parler et on était en coaching, parce que je coach mes clientes, je fais des coachings de groupe. Et en fait, après avoir parlé pendant un moment, je réalise que je fais, mais en fait, tu pars du principe que tu es difficile à aimer dans ce que tu dis. Et si tu pars du principe que tu es difficile à aimer, tu vas souvent avoir des comportements qui partent de ça. Et donc quand on se dit je suis difficile à aimer, on va mettre en place des stratégies, notamment pour prouver qu'on mérite de l'amour. Donc si vous vous dites je suis pas assez bien, je suis difficile à aimer, je suis trop compliquée, je suis trop émotive, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez être hyper émotive, hyper entre guillemets compliquée. Enfin, vous allez vraiment grossir le trait pour voir si la personne vous aime quand même. Vous allez tester son amour comme ça, parce que vous n'êtes pas sûr, vous, d'avoir droit à son amour, puisque vous dites que vous êtes difficile à aimer. Et le paradoxe de ça, qui est hyper intéressant, c'est que derrière, vous n'allez pas non plus exprimer vos vrais besoins, vos vraies envies, vos vraies limites, parce que vous dites déjà que vous êtes déjà trop. Donc à la fois, on va grossir le trait sur certaines choses pour tester les limites de l'autre, mais d'une façon qui n'est pas forcément honnête et saine, mais en même temps, on va pas oser dire ce qu'on a envie de dire, exprimer ses besoins, exprimer ses limites, et on va être un peu passif-agressif parfois, on va être un peu avoir du ressentiment, par exemple. C'est très commun d'avoir du ressentiment dans une relation quand on se dit qu'on n'est pas assez aimé,
Parce que on se dit, si cette personne m'aimait, elle irait dans mes pensées. On ne se dit pas qu'elle irait dans mes pensées, mais on se dit, si cette personne m'aimait, elle saurait que j'ai besoin de ça, ça, ça. Si cette personne m'aimait vraiment, elle ferait plus d'efforts, etc. Non, parce qu'en fait, si vous dites je suis facile à aimer, le fait qu'on vous aime n'est pas une question. Vous êtes facile à aimer par cette personne et vous aimez, c'est facile. Et vous êtes facile à aimer par d'autres personnes. Et donc ça, cette base, je la trouve hyper importante et hyper intéressante parce que clairement, on enlève plein de schémas qui sont pas forcément bons pour nous en partant du principe que non seulement on est aimable, mais que nous aimer, c'est quelque chose de facile et pas quelque chose de difficile ou une corvée. Ensuite, la deuxième grande chose que je dirais pour changer la dynamique d'une relation, c'est prendre le temps de décider du projet qu'on a pour cette relation. Parce que, où est-ce qu'elle va? Pourquoi on est dans cette relation? C'est quoi son objectif? Alors, toutes les relations n'ont pas besoin d'avoir un objectif et une destination, on est ensemble pour telle raison. Parfois, on est ensemble juste parce qu'on aime bien passer du temps ensemble, il n'y a pas de souci. Si c'est vos partenaires ou des amis et tout, vous n'êtes pas obligés d'avoir quelque chose de hyper établi, mais vous pouvez avoir une vision globale de ce que vous construisez ensemble. Peut-être que, si vous êtes en couple depuis des dizaines d'années, peut-être que ce que vous construisez ensemble, c'est une famille. Peut-être que c'est une vision de la vie où vous voyagez beaucoup. Peut-être que c'est... vous voulez créer une entreprise à deux. Peut-être que c'est que vous voulez juste une vie sexuelle hyper épanouissante. Enfin, ça peut être carrément un projet de relation. Et si vous êtes dans une relation qui est peut-être un peu plus éphémère, où ça fait pas si longtemps que vous vous connaissez, vous savez pas si vous voulez poursuivre, ou bien peut-être que vous savez que vous voulez pas vous engager, mais vous êtes en train de relationner avec, des personnes peut-être sur le court terme, ça peut être aussi intéressant de savoir c'est quoi le projet en fait. Pourquoi je suis en lien avec toi? Est-ce que c'est parce que j'aime passer du temps avec toi, ça me fait me sentir bien, ça m'élève? Est-ce que c'est parce que je veux explorer mon intimité, ma sexualité? C'est quoi mon intention en fait? Je pense que tout fonctionne mieux quand on a une intention, plutôt que de se laisser porter comme une feuille dans le vent. Enfin, ça c'est un parti pris, c'est subjectif à moi, d'accord? Parce que d'autres personnes diraient que c'est déjà trop réfléchir, mais moi j'aime bien réfléchir. Donc c'est un parti pris. Je sais que c'est très lié à qui je suis et comment je fonctionne, mais j'aime bien être intentionnelle, savoir c'est quoi mon intention quand je passe du temps avec toi. Et peut-être que c'est juste de passer un bon moment, mais peut-être que c'est créer du lien, c'est qu'on devienne quelque chose, ou bien peut-être que c'est apprendre à me connaître, à te connaître, peu importe ce que c'est. Et encore une fois, moi je suis coach en sexualité, je suis pas forcément coach en relation qui va te dire que tu restes en couple pendant 25 ans, c'est pas mon rôle. Mon rôle c'est de t'aider à ce que ton intimité soit agréable. Et donc pour moi, pour que l'intimité soit agréable, c'est chouette d'avoir de l'intention, tu vois. Et ça, c'est vrai que ce soit quelqu'un avec qui vous allez passer 2 semaines ou que ce soit quelqu'un avec qui vous allez passer 20 ans, c'est quoi le projet? Et je dis pas que dès le début on doit mettre la pression en mode qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça? Mais c'est juste même de vous à vous savoir en fait qu'est-ce que ce moment dans ma vie qui est précieux, parce que la vie elle est précieuse, on a un moment le temps qu'on passe sur Terre il est fini quoi. Donc ce moment dans ma vie je le vis parce que quoi? Pourquoi? Pour aller, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me nourrit dedans, enfin voilà. Vous posez votre question de l'intention, même une vision globale de ce que vous êtes en train de vivre, de pourquoi vous le vivez, je trouve que c'est assez intéressant. Après, des fois, c'est a posteriori qu'on sait ces choses-là, mais au moins, vous pouvez vous poser la question de pourquoi, et pas vous dire juste pourquoi pas, ok? Parce que c'est pas une bonne... Je pourrais faire tout un épisode sur toutes les fois où on se dit pourquoi pas. Pourquoi? Ok, pourquoi c'est important? C'est quoi la vision? Où est-ce qu'on veut aller? Vers où on veut aller? Et ça peut vraiment changer la dynamique d'une relation. Par exemple, si on parle d'amitié, parce que j'y pense aussi pendant que je fais l'épisode, moi j'ai de très bons amis. Et c'est quoi l'intention? L'intention, c'est qu'on soit là l'un pour l'autre, peut-être jusqu'à notre mort. Il y a vraiment mes meilleurs amis, il y a vraiment ce truc de traverser la vie ensemble. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre dynamique, on se tient au courant, on se donne des nouvelles, on est là à chaque étape de la vie l'un de l'autre, on est vraiment présent. Si on avait une autre intention, peut-être qu'on se comporterait pas pareil. Mais moi, en tout cas, la mienne, c'est de garder ces personnes toute ma vie. Les personnes qui comptent le plus pour moi, c'est comme ma famille, en fait. Ce serait quoi l'intention que j'ai dans la relation avec mon partenaire? Pour nous, c'est essentiellement construire une belle famille. On a vraiment cette
vision de la famille qui est importante pour nous deux. Et on a une espèce de vision d'être des bons ancêtres, quoi. Que nos enfants soient épanouis, qu'ils créent des bonnes choses dans le monde, que si un jour ils choisissent d'en avoir, si on verra, bref, c'est dans très longtemps, que voilà, il y ait une dynamique familiale qui soit différente de peut-être celle que nous on a connue. Et donc nous on a cette vision-là. Ça nous porte. On a chacun une vision spécifique à nous de changer le monde à sa façon. Et donc, on n'a pas la même, mais on l'a chacun. Et donc, on a la vision de soutenir l'un l'autre dans son projet de changement de monde, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Et puis après, si je donne un autre exemple de relation plus courte, quand j'étais célibataire, donc les relations que j'avais avec d'autres personnes, c'était souvent pour... j'avais quand même l'intention de me connaître un peu mieux, de grandir un peu mieux, de pratiquer aussi, d'exprimer mes besoins, mes limites. Je me disais, cette relation, même si je sais qu'on n'est pas destiné à vivre ensemble pendant 50 ans, elle me fait pratiquer l'amour de moi, elle me fait pratiquer mes besoins, elle me fait pratiquer mes limites. Donc ouais, avoir de l'intention dans la relation, je trouve que c'est vraiment très important. Maintenant qu'on a dit ça, il y a une chose pour moi qui vraiment change aussi la dynamique d'une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit intime et tout, c'est d'être capable d'exprimer ses besoins. Et un besoin, ça peut être un désir, ça peut être une envie. Pour moi, tout ce qui te ferait du bien et te fait vivre une bonne vie, c'est un besoin, entre guillemets, il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Mais développer cette capacité, cette compétence à ressentir ses besoins dans le corps, honorer ses besoins, les exprimer et les recevoir, ça change tout dans une relation. Ça revient à mon premier point, qui est de dire que je compte, j'ai de la valeur. Et ça, cette notion de besoin, on la travaille énormément avec mes clientes parce que je pense qu'on passe énormément de temps dessus. On a un de nos archétypes, parce que je travaille avec des archétypes. Je ferai un épisode dessus, comme ça vous comprendrez un peu mieux, mais je travaille avec des archétypes et chaque archétype va représenter une part de travail qu'on fait sur soi. Et le travail sur les besoins est fondamental. Et en fait, il y a le fait de reconnaître qu'il y a des choses qui sont importantes pour moi et de les exprimer. C'est pas facile forcément. Mais c'est quelque chose qu'on peut tous développer. Ressentir, ok, là j'ai besoin d'attention, là j'ai besoin de câlin, là j'ai besoin de temps, là j'ai besoin qu'on aille lentement, là j'ai besoin qu'on aille vite, là j'ai besoin... Enfin, vraiment le reconnaître, ce que ça fait, c'est que déjà on peut le recevoir, mais aussi en l'exprimant, on est dans plus de clarté, enfin tout simplement parce que tant de relations ne vont pas parce qu'on n'est pas clair, on n'est pas clair sur où on en est, on n'est pas clair sur ce qu'on veut. Et je vais pas mentir, c'est pas évident de reconnaître qu'on a des besoins et de les exprimer parce que parfois, même nous, on a exprimé nos besoins et ils ont été niés. Par exemple, ça peut arriver dans l'enfance, ça peut arriver un peu plus tard où on a exprimé nos besoins et ils n'ont pas été entendus. Et donc ça veut dire que la première personne à honorer nos besoins, c'est nous-mêmes. Avant même d'attendre que quelqu'un d'autre les honore, c'est à nous de reconnaître qu'ils sont là et de leur donner de la place et de leur donner de la valeur. Et ensuite, peut-être qu'ils peuvent être remplis par l'autre personne, mais peut-être pas. Parce qu'on sait jamais, on peut jamais contrôler quelqu'un, on peut jamais savoir comment quelqu'un va réagir, comment une personne va agir. Mais on peut se dire, ok, ce besoin est présent en moi et je l'honore. Déjà, faire ça et dire ça, c'est hyper important. Et donc, pour moi, ça change tout. À partir du moment où on arrive à dire, ok, dans mon corps, je sens que j'ai besoin de ça, ça, ça. Déjà, le reconnaître, ça change tout. Et ensuite, l'exprimer, c'est magique. Et ensuite, le recevoir, ça fait que vous avez une super vie, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Une chose aussi à dire sur les besoins, c'est que vos besoins n'ont pas à être remplis par juste une personne. Certains, oui. Par exemple, si vous êtes dans une relation monogame et que vous faites l'amour avec cette personne et que vous avez envie de faire l'amour avec quelqu'un, c'est la seule personne avec qui vous allez faire l'amour puisque votre relation est monogame. Vous pouvez aussi faire l'amour avec vous-même, entre guillemets. Donc vous êtes la deuxième personne. Mais si la relation est monogame, vous n'allez pas faire l'amour avec d'autres gens. En même temps, il y a du consentement, donc cette personne ne va pas toujours remplir ce besoin. Mais c'est ok. Ça veut dire que c'est à vous de réfléchir à comment vous naviguez ça. Mais bon, ça c'est un truc pour un autre épisode. Mais en tout cas... ouais, il y a cette idée que mes besoins méritent d'être remplis et ils n'ont pas à tous être remplis par une personne. Par exemple, si vous avez besoin d'intimité, si vous avez besoin d'aventure, si vous avez besoin de jeu, si vous avez besoin de stimulation intellectuelle, besoin de toutes ces choses-là, vous pouvez avoir des amis. Vous pouvez avoir des amis proches, vous pouvez avoir des connaissances, vous pouvez avoir d'autres gens dans votre vie. Et en fait, j'observe que les relations les plus saines, les relations amoureuses que je trouve les plus saines, en général, les personnes ont des vies riches en dehors de la relation. C'est-à-dire que cette relation-là n'est pas leur seul point de nourriture émotive, intellectuelle, etc. Cette relation fait partie des choses qui nourrissent la personne, mais c'est pas la seule chose. Et pour moi, avoir une vie riche,
dans le sens large du terme, c'est aussi avoir des gens qui peuvent remplir nos besoins et qui ne sont pas forcément nos partenaires. Et ça, c'est intéressant à observer. Et donc, sur le fait aussi des besoins, donc il y a d'un côté reconnaître vos besoins, de l'autre côté, il n'y a pas que votre partenaire qui va les remplir. Et troisièmement, sur ce point-là, il y a aussi le fait que parfois, avant même d'avoir exprimé à la personne qu'on a nos besoins, on se dit « Ah non, mais jamais il ou elle voudra ça ». Mais ça, je l'ai dit dans un épisode, c'était mon épisode de Saint-Valentin, mais je ne me rappelle pas le numéro. C'est hyper important si vous avez choisi d'être en relation intime avec quelqu'un, d'avoir une haute estime de cette personne aussi. D'avoir une haute estime de vous-même et d'avoir une haute estime de cette personne. Et savoir, ça veut dire que partez du principe que cette personne est capable de vous rencontrer là où vous êtes et de remplir vos besoins si vous en avez. En gros. Et je parle pas de tous vos besoins, genre si elle a pas envie de faire de sexe, elle a pas envie de faire de sexe, mais dans le sens où vos besoins d'écoute, vos besoins d'intimité, vos besoins, voilà, que cette personne, elle peut vous rencontrer là où vous êtes selon ses propres besoins à elle aussi. Il faut négocier, quoi. C'est-à-dire qu'on discute, on n'est pas genre en mode « j'ai des besoins, remplis mes besoins ». Non, c'est pas ça. Mais partir du principe que cette personne, c'est une adulte ou un adulte et que cette personne peut être là pour vous. Parce que ça, c'est un truc que j'observe aussi souvent, c'est qu'on va traiter parfois nos partenaires comme des enfants, dans le sens où on va partir du principe qu'ils ne peuvent pas. Mais si on part du principe que quelqu'un ne peut pas, en général, la personne ne fait pas. Et si on part du principe que la personne peut, et qu'elle peut nous rencontrer là où on est, qu'elle peut être cette personne qu'on veut avoir en relation avec nous, alors elle peut le devenir. Donc avoir de l'estime pour cette personne et se dire que je peux compter sur elle en fait, c'est ça. C'est se dire je peux compter sur cette personne pour remplir une partie de mes besoins. Parce que si je peux pas compter sur elle, ça sert franchement à rien d'être en relation. Donc, vous dire, je peux compter sur elle. J'ai confiance en moi, je peux compter sur elle. Donc ça, pour moi, c'était sur les besoins, c'est hyper important. Et ça change la dynamique aussi. Une chose qui change aussi la dynamique d'une relation, c'est de bien placer ses limites. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je travaille énormément avec mes clients. C'est le fait de bien placer ses limites. Et bien placer ses limites, c'est quoi ? C'est être au clair sur ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non. Et j'entraîne mes clientes à dire des choses comme « ceci n'est pas acceptable ». Sans forcément expliquer en long, en large ou en travers « ça n'est pas acceptable, ça ne me convient pas ». Parce que très souvent, en fait, on va tolérer. Résultat des courses, c'est la même chose qu'au début. On va avoir du ressentiment, on va être passif-agressif, il va y avoir une vibe chelou, il va y avoir de la tension, juste parce qu'on n'a pas pu exprimer clairement quelle était notre limite et qu'elle a été dépassée. Et quand une limite est dépassée, ça crée de la colère. Donc si quelqu'un dépasse ma limite, je suis en colère. Sauf que peut-être que j'ai jamais exprimé que c'était une limite pour moi. Et donc ça va être très important d'être au clair sur quelles sont mes limites, quelles sont les choses que je ne tolère pas ou pour lesquelles c'est pas ok pour moi. Et plus on est clair sur ça, plus on les communique calmement. Franchement, exprimer une limite, ça va pas être quelque chose de très compliqué. C'est juste dire ah non, ça c'est pas trop mon truc. Mais quand ma limite est dépassée, c'est non, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour moi. Mais ça c'est, je suis pas ok avec ça. Ça me convient pas, par exemple. C'est des façons très claires de poser une limite. Et c'est cool. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand votre limite est claire... En fait, moi, par exemple, j'adore échanger avec des gens qui ont des limites claires. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais où j'en suis. Et comme ça, tout est clair. C'est reposant. J'adore. Quand j'échange avec quelqu'un qui a des limites pas claires, ça finit toujours mal. Parce qu'à un moment donné, je vais peut-être dépasser la limite et on va pas me le dire. Et je vais la redépasser et on va pas me le dire. Et puis après, je vais la redépasser. Et là, tout va exploser. Et je vais faire « Ah merde, j'avais pas réalisé, shit ». Alors que si je savais du début, ça c'est ma limite, ça c'est pas ok pour moi, cool. Mais ça c'est pas facile non plus, ok ? Comme c'est la même chose que travailler sur les besoins, c'est des choses assez fondamentales qui sont pas évidentes. Mais je préfère vous le dire, comme ça vous savez exactement où porter votre attention et ce qui a besoin d'être peut-être observé, analysé. Donc, qu'est-ce que je laisse rentrer, qu'est-ce que je laisse pas rentrer ? C'est comme ça qu'on traite les limites. Et aussi, je laisse rentrer ce qui apporte à mon énergie de vie. Je ne laisse pas rentrer ce qui n'apporte pas à mon énergie de vie. Et franchement, vous verrez que plus vous serez au clair sur vos limites, plus vos interactions seront saines. Parce que tout le monde sait où se placer. Si quelqu'un a du mal avec vos limites, en général, c'est parce que cette personne ne sait pas trop poser ses limites à elle. Ça a très peu à voir avec vous. Parce que quelqu'un qui sait poser ses limites n'a pas de problème avec quelqu'un qui pose une limite. Quelqu'un qui sait dire non n'a pas de souci à recevoir le non. Mais si vous dites à quelqu'un non mais ça c'est pas, j'ai pas trop envie, c'est pas ok pour moi et qu'elle a du mal à l'accepter, c'est très possible que cette personne-là ait un problème avec ses propres limites à elle. Donc il va falloir regarder cette dynamique-là.
Voilà, moi je sais que mon compagnon, quand on a commencé à être ensemble, il avait des limites bien mieux placées que les miennes. Et ce que ça faisait, c'était intéressant, c'est que moi j'allais faire beaucoup pour lui et j'allais donner beaucoup et j'allais dire, enfin voilà, je voulais vraiment être aimée, être bien vue et tout. Et lui en fait, je pouvais lui dire, ah, est-ce que tu pourrais faire ça? Et il me dit non. Il me dit non, j'ai pas envie. Je fais quoi? Non. Je fais, mais sérieux, tu vas pas faire ça pour moi? Bah non, j'ai pas envie. Et là, je me disais, waouh. Et au début, ça m'a un peu fait bizarre parce que je me suis dit, mais il s'en fiche et tout. Est-ce que c'est moi? Et en fait, j'ai compris que non, c'est quelqu'un de très clair. Et si c'est oui, c'est oui. Et si c'est non, c'est non. Et en fait, ça m'a vachement aidé, moi, à poser mes limites. Et d'ailleurs, il me l'a dit, toi, t'as qu'à arrêter de faire tout ça. Pourquoi tu fais tout ça? Je fais, mais je pensais que ça te faisait plaisir. Bah, tu le fais si ça te fait plaisir, mais si tu veux pas le faire, tu le fais pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas aussi facile à mettre en œuvre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des bonnes limites, on peut changer la dynamique. Parce que, franchement, je pense que c'est ce qui rend le plus service à quelqu'un quand vous avez des limites claires. Parce que ça force la personne à se regarder et à arrêter de faire des choses qu'elle fait peut-être pour vous faire plaisir, mais qui lui font pas plaisir. Et en fait, quand on a des bonnes limites, on aide la personne avec qui on interagit à avoir des bonnes limites. Et je trouve que c'est une façon très saine de poser, de changer l'interaction. Après, vous pouvez avoir peur d'être trop exigeant, trop exigeante. Et c'est là où ce que j'appelle la négociation rentre en jeu. Je parle souvent de négociation avec mes clientes. L'idée que chacun d'entre nous, on a des besoins, chacun d'entre nous, on a des limites. Et donc, moi, j'ai mes besoins, moi, j'ai mes limites. La personne en face a ses besoins et ses limites. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va négocier, on va discuter. Qu'est-ce qui est OK pour toi? Qu'est-ce qui est pas OK pour toi? OK, si on fait comme ça, est-ce que ça va? Ah non, ça va pas? OK. En fait, on va être dans l'échange, tout simplement. Mais c'est pas de l'exigence en mode « je veux absolument que tu fasses ça ». Non, ça, c'est interdit. C'est non. C'est dire « OK ». Ça c'est ce qui me ferait du bien, ça c'est pas ok pour moi, ça c'est ce qui te ferait du bien, ça c'est pas ok pour toi. Maintenant qu'on sait ça, comment on trouve un chemin où on est tous les deux contents? Voilà, ou qui nous va bien. Et qu'est-ce que chacun propose? Comment on gère ça? Mais c'est de la négociation tout simplement pour trouver un terrain qui va correspondre aux deux. Mais moi je trouve que c'est un truc qui m'a vachement aidé dans ma vie. Moi la première personne qui m'a bien posé des limites envers moi, c'était une de mes bonnes copines. Et quand je lui disais ouais, on était à la fac, je lui disais ouais, ça te dit qu'on sorte et tout. Elle me disait ah non, j'ai pas envie. Je fais sérieux, tu veux pas sortir? Non. Je fais mais tu vas faire quoi? Je vais rester chez moi, je regarde la télé. Je fais tu vas regarder la télé, tu veux pas sortir? Elle me disait non, pas envie de sortir. On se verra le week-end prochain. Et j'étais là waouh. Et au début ça fait un peu genre mais après ce que ça a fait c'est que je me suis dit ah mais quand j'ai pas envie de sortir, moi aussi je peux dire que je veux pas sortir, c'est trop bien. Et en fait, effectivement, et elle, si je lui dis ça, elle s'en fiche. Pour elle, c'est normal. Et pour moi, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à quelqu'un, c'est d'avoir des limites claires, de les poser, de les honorer, parce que non seulement ça fait que notre relation est saine, mais ça fait que la personne apprend aussi à poser ses limites. Et je trouve que c'est vraiment chouette. C'est un beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, ça, de dire voici comment je fonctionne, voici ce qui me va, voici ce qui me va pas. Et pour toi, c'est quoi? Et je trouve ça cool. J'aime bien. Voilà. Voilà, tout ce que je dis là, ça aide à avoir plus de clarté dans les relations et dans les interactions. Le dernier point, le 5e point que je voudrais partager sur comment changer la dynamique d'une relation, sincèrement, ça rejoint encore le premier, je fais une petite boucle, mais c'est le fait d'avoir une vie à soi-même qui est chouette et tomber amoureux de sa propre vie. Je trouve que quand on est en kiff de sa vie, je l'ai déjà mentionné auparavant dans cet épisode, mais quand on est en kiff de sa vie, quand on est amoureux de sa propre vie, quand on est amoureux de sa propre vitalité, de ce qu'on est en train de créer sur Terre, quand on est en train de kiffer, eh bien, ouais, c'est un énorme impact en fait. Quand moi je suis in love de ma life, j'adore ma vie, j'aime qui je suis, ça on a déjà vu dans le premier point, mais là je parle plutôt du fait de se construire une vie intéressante, se construire une vie enrichissante. Ça va améliorer de fait les relations. Parce que quelqu'un qui vit une vie en adéquation avec qui il est, ses envies, ses désirs et ses valeurs, c'est toujours quelqu'un de cool avec qui être. Très souvent en tout cas. Très souvent. Pas toujours, parce qu'il y a des gens un peu bizarres, tu vois. Enfin, c'est pas qu'ils sont bizarres, mais bref, t'as compris. Mais très souvent, quand t'es quelqu'un qui va... Voilà, t'es en train de... T'as tes rêves, t'as tes envies, t'as ta vibe, t'as ta façon de faire, t'es cool, t'es tranquille, tu fais tes projets, tu fais... en fait, tes relations, elles sont plus agréables parce que toi-même, t'es bien, tu vois. Et je trouve que très souvent, on va aller chercher notre bonheur et notre épanouissement à l'extérieur chez l'autre.
On va se dire, lui ou elle va me rendre heureux, lui ou elle va me faire me sentir bien. Ou bien même, on va le chercher dans le matériel ou dans certaines choses. Alors qu'en fait, déjà là, tu es sur Terre, tu es vivant, tu respires. Et regarde comment tu peux adorer ta vie, être amoureux de toi-même et amoureux de ta vie. Comment tu peux être amoureux ou amoureuse de toi-même et amoureux ou amoureuse de ta propre vie, quoi. Et si c'est un endroit où tu n'es pas encore pour l'instant, peut-être que c'est un objectif sympa à avoir. De se dire, j'ai envie d'arriver au stade où je suis amoureuse de moi et amoureuse de ma vie. Parce que la seule personne avec qui tu passes 100% du temps, c'est toi-même. Vraiment. La deuxième personne, c'est ton partenaire. Si tu le gardes pendant longtemps. Mais la première personne, c'est toi-même. Et donc du coup, franchement, je trouve que c'est un beau projet de se dire comment je peux être in love de moi-même, quoi. Être in love de ma life. Et je trouve que ça change la dynamique d'une relation. Après, une dernière chose que je veux dire en conclusion, c'est que quand tu vas faire tout ça, donc les 5 points que j'ai dit, 1, vraiment reconnaître que tu as de la valeur et avoir de l'estime de toi. 2, avoir une intention et une vision pour la relation. 3, apprendre à ressentir tes besoins et à les honorer. 4, apprendre à poser tes limites. Et 5, devenir amoureux de toi-même et de ta vie. Soit ta relation va changer, soit elle va s'arrêter. Je vais pas te mentir, ok ? Pour moi, soit ça va changer la dynamique de la relation, elle va devenir hyper riche, soit la personne avec qui t'es va juste pas comprendre en fait et va se dire non mais ça c'est pas ce pour quoi on avait signé. Pourquoi ? Parce que tu vas devenir à ses yeux quelqu'un de différent. Tu vois, si tu commences à avoir des besoins, des limites, des envies, la personne va se dire wow, avant t'étais tellement plus tranquille et tellement plus docile. Ouais, mais avant j'étais pas forcément très heureuse dans cette relation, tu vois. Mais bon, et donc du coup, quand tu vas faire ces 5 choses-là, soit ta relation, elle va devenir hyper épanouissante parce que vous allez avoir quelque chose de beau, de sain, de clair et tout, soit elle peut ne pas survivre. Je suis désolée de dire ça à la fin de cet épisode. C'est genre, t'es trop contente, t'as tout écouté, t'es là, yes, je vais sauver ma relation. Ouais, en fait, ça se trouve, comme tu vas être tellement proche de ta vérité, tellement proche de quitter, tu vas réaliser que c'est pas la bonne relation pour toi. Mais au moins, tu sauras que tu as fait ce qu'il fallait pour qu'elle puisse le devenir et que ça n'a pas fonctionné. Parce que l'alternative à ça, c'est un peu qu'on s'écrase en fait. C'est que comme on veut garder la relation à tout prix, on va prier pour l'harmonie et donc du coup, on va s'écraser, on va vraiment pas exprimer qui on est. Et donc la relation, elle est là, mais elle n'est pas vraiment honnête et réelle puisqu'elle n'est pas avec vraiment nous. Elle est avec une version de nous qui est édulcorée, qui n'est pas la version vrai et honnête de qui on est. Et donc pour moi c'est ça, c'est là tu vas faire des choses qui vont vraiment partir de l'amour que tu as pour toi-même et l'honneur que tu fais à toi-même. Et en fait si à partir de ça, la dynamique, tu sens qu'il y a vraiment un truc qui cloche, c'est que probablement que la personne avec qui tu es cette relation, c'est pas la bonne personne. Et c'est ok, il n'y a pas de problème, il y a plein de gens sur Terre, voilà. C'est ce que je voulais dire pour cet épisode. Mais c'est cool, franchement, il y a plein de choses à dire sur ça, mais je me rends compte qu'avec mes clientes, c'est une grosse partie du travail, c'est vraiment revenir à soi. Parce que moi, je travaille pas avec des couples, en tout cas pas pour l'instant, et je peux faire qu'un travail sur une personne. Souvent, c'est des couples hétéros, donc c'est souvent des femmes. Et donc, je travaille qu'avec la femme. Et je vois en fait que soit ce travail, il va vraiment être bénéfique et il va aider le couple à aller dans une très bonne direction, soit il va tout chambouler en vrai. Mais il va tout chambouler dans le bon sens. C'est-à-dire que si le partenariat est fait pour tenir, il va grandir. S'il n'est pas fait pour tenir, il va pas tenir. Je pense que ça, c'est l'un des trucs que moi, je peux pas contrôler. Mais en fait, quand on s'aime et quand on honore la valeur qu'on a, il y a des choses qu'on va moins tolérer. Et donc, soit la relation va être à la hauteur, entre guillemets, et va nous accompagner dans cet amour qu'on a pour nous-mêmes, soit on va observer que la relation va à l'encontre de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Voilà, c'est juste, je voulais dire ça comme ça, vous pourrez pas dire que je vous ai pas dit. Mais en tout cas, pour moi, ça change la dynamique d'une relation. Si vous avez choisi que c'est une relation que vous voulez poursuivre, vous voulez faire grandir, ces 5 points que je vous ai dit, ils peuvent vraiment aider. N'hésitez pas à réécouter l'épisode, parce que je sais que j'ai parlé vite et j'ai dit beaucoup de choses, mais ça peut aider. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!